Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Good Morning Market du mercredi 12 avril 2023. Je suis ravi de vous retrouver après une absence prolongée. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez pu saisir certaines opportunités qui se sont présentées lors des dernières semaines dans un contexte de panique bancaire, dans un contexte également de nouvelles décisions des pays membres de l'OPEP+, ce qui a changé complètement les perspectives sur le marché de l'or noir, dans un contexte également d'attente croissante d'un pivot de la Réserve fédérale américaine face aux récentes données sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Alors, le contexte est toujours aussi chargé, donc beaucoup d'événements. On a eu une séance hier en Europe qui a été marquée par des hausses des indices du vieux continent. Le DAX a gagné 0,37%, le CAC 40 a gagné 0,9%. Mais prudence, parce que, comme on peut le constater, on a des figures chartistes de retournement sur les indices européens. On le voit ici sur le CAC 40 en données H4, et je pense même que c'est visible en données journalières sur le CAC 40, une figure en double sommet, figure également présente sur le DAX, figure en double sommet qui pourrait laisser présager un retournement de marché. Alors à Wall Street, le sentiment était également optimiste hier, malgré une évolution en range des indices, comme on peut le voir. Les indices américains, Wall Street évolue en range, donc la tendance est plutôt latérale. Pour l'heure, les opérateurs, les investisseurs sont dans l'attente de la dernière donnée clé avant la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine au début du mois de mai. Donc c'est l'IPC américain, l'inflation américaine qui est attendue aujourd'hui, une donnée donc qui sera très certainement déterminante, une donnée qui va peser dans la balance lors de la prise de décision des intervenants de la Fed. Alors un mot sur les données chinoises également, parce que là on parle d'inflation américaine. On a pris connaissance de l'inflation en provenance de l'empire du milieu, et les données ont fait état d'une baisse de l'inflation, une baisse en dessous du consensus des analystes. D'un point de vue annuel, le taux de croissance des prix des biens et des services s'est établi à 0,7% contre 1% enregistré précédemment. Et donc on a donc un léger sentiment d'optimisme suite à cette donnée chinoise meilleure qu'attendue. On notera également une certaine volatilité sur le marché des matières premières. Alors on a des mouvements sur le dollar, on a eu des annonces de l'OPEP+, et donc effectivement un sentiment... un afflux de capitaux vers les valeurs refuges. On a eu aussi certains mouvements sur les matières premières agricoles. On atteste le sucre en hausse de 2% hier. Le sucre qui a réussi à dépasser la résistance à 24 $ la livre, c'est-à-dire son sommet de 2016. Et donc, après cela, le prix a atteint brièvement un plus haut, un sommet qui n'avait pas été revisité depuis le mois d'avril 2012. Un sommet de 11 ans donc. Et cette forte dynamique haussière amorcée fin mars est portée par des facteurs fondamentaux extrêmement positifs pour les prix. Je vous invite à consulter un article à ce sujet que j'ai publié, il me semble, hier en cours de séance. Vous retrouverez normalement une analyse quelque part ici sur le sucre avec tous les détails fondamentaux qui portent les cours. Donc n'hésitez pas à taper l'actif en question, Sugar ici, et on retrouve donc l'analyse qui a été publiée hier en début d'après-midi. Donc voilà pour le sucre. À présent, un mot sur le gaz naturel. Également, vous trouverez plus de détails à ce sujet sur l'onglet actualité concernant le gaz naturel, parce qu'on a eu un changement des prévisions météorologiques. Je vous ai transféré également les prévisions issues du terminal Bloomberg. Et donc un gaz naturel qui a gagné plus de 2,5%. Alors à noter que le gaz naturel a déjà gagné plus de 10% par rapport au creux de jeudi. Et donc il y a eu cette nouvelle série de prévisions météorologiques pour les États-Unis que l'on a vu ici, ces prévisions issues de Bloomberg. Donc ces prévisions sont l'une des causes de l'amélioration du sentiment à l'égard du gaz naturel américain. Toujours sur l'énergie, un mot sur le pétrole brut, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Good Morning Market et qu'on suivait de très près les cours du pétrole WTI. Un pétrole WTI qui a réagi aux craintes de récession, qui a réagi à l'ouverture de l'économie chinoise un peu avant,
une économie chinoise qui est peut-être en train de décevoir les investisseurs. Peut-être que la demande chinoise ne sera pas à la hauteur des espérances. Quoi qu'il en soit, le facteur qui a dominé sur le marché de l'or noir, hein, c'est principalement cette récente décision concernant la baisse de la production de l'OPEP+. Donc, à noter qu'on a eu tout de même on a eu dans ce contexte-là un sentiment très bon pour les sociétés cotées du secteur de l'énergie qui ont également profité de cette décision, de cette annonce surprise de l'OPEP+. Alors, on a quand même un spectre de l'incertitude économique qui plane toujours. Et donc, ce spectre de récession économique qui pesait énormément sur le pétrole vient propulser les valeurs refuges, notamment les métaux précieux avec l'or et l'argent en hausse hier de 0,7% et 1% respectivement. On va le voir, hein, on a quand même un très bel objectif sur l'argent et l'or pourrait aller chercher ces derniers sommets. Par ailleurs, beaucoup de choses aussi sur le marché des crypto-monnaies, un marché des crypto-monnaies qui a attiré l'attention, notamment le Bitcoin depuis qu'il a franchi le seuil psychologique des 30 000 $. Alors on est légèrement en dessous hein, ce matin, on est à 29 985, hein, c'est 29 990 maintenant, donc c'est une histoire de 10 $. Concrètement, on est sur le seuil psychologique des 30 000 et ça a déclenché un puissant rallye des actions des sociétés cotées qui ont une exposition significative au marché des actifs numériques, au marché des crypto-monnaies. C'est le cas notamment de Riot Blockchain, de Silvergate Capital, de Coinbase par exemple, des sociétés qui ont progressé, qui ont gagné entre 7 et 14% dans le sillage de la cassure du seuil psychologique des 30 000 $ par le Bitcoin. Donc on a un sentiment à l'égard du marché des crypto-monnaies, mais également à l'égard des sociétés cotées en bourse qui sont exposées aux crypto-monnaies, un sentiment qui s'est nettement amélioré et on est en train de s'éloigner du bear market, on est en train de confirmer le bull market et la cassure des 30 000 $ est un autre signal en faveur d'une nouvelle tendance sur les crypto-monnaies. On a un objectif, il me semble, aux alentours des 38 000 $ pour le Bitcoin. On va en parler lorsque l'on va faire le tour des différents marchés. Alors, une dernière chose pour les crypto-monnaies, à noter Solana. Solana qui a quand même surperformé, plus ou moins. Solana qui a gagné 12%, cette crypto-monnaie Solana. Et cette hausse a été alimentée par les attentes d'un nouveau téléphone, la sortie, le lancement prévu jeudi d'un nouveau téléphone, le téléphone Saga. C'est un téléphone Android qui sera alimenté par la blockchain de Solana. Cela vient donner davantage de carburant à Solana dans le rallye des crypto-monnaies que l'on constate dernièrement. Alors on va maintenant passer au traditionnel point complet, le point technique. Et donc les indices boursiers. Alors ici, devant vous, le DAX. Un DAX qui est resté perché aux alentours des 15 800 points depuis de nombreuses séances. Un DAX qui ne parvient pas à avoir un dernier souffle pour aller chercher le seuil psychologique des 16 000 points, mais également projection d'Osoda E de cette vague haussière ici, avec un point A à ce niveau-là. Le point B était le sommet intermédiaire, le point C, le creux intermédiaire, le but étant d'aller chercher les 16 000 points. Alors, est-ce qu'on va y aller? Très souvent, les marchés s'arrêtent aux portes d'une projection de Soda. Il n'est pas rare de voir un retournement à ce niveau-là. Les données H4 semblent plaider en faveur d'un scénario d'un repli imminent, même s'il n'est pas exclu que le DAX aille chercher ce niveau avant de se replier. Alors pourquoi les données H4 plaideraient en faveur d'un éventuel repli imminent? Parce qu'on a un début de formation de double sommet. Souvenez-vous, si on en est arrivé aux 15 830, c'est parce qu'on a eu un double creux. Il ne faut pas l'oublier, un double creux relativement profond. Et donc on avait un objectif théorique plutôt éloigné, aux alentours des 15 930 points environ. On ne l'a pas atteint, mais on y était presque, on y est presque. Et là, il y a la formation d'un potentiel double sommet. Alors, pour que l'on puisse parler de double sommet, il faudrait aller chercher la ligne de coup aux alentours des 15 630. Et une cassure de cette ligne de coup serait un signal de vente. Et si on venait à casser si on avait un signal de vente, si on venait à casser cette ligne de coup, ce serait pour aller chercher l'objectif théorique à 15 380. Un objectif théorique qui est obtenu en reportant la hauteur du double sommet à partir de la ligne de coup. Donc, voilà pour le DAX.
On pourrait, alors les données journalières indiquent une possibilité d'aller chercher le seuil psychologique des 16 000 points, mais les données H4 nous sensibilisent sur la probabilité d'un repli imminent pour aller chercher les 15 380, un scénario qui pourrait voir le jour au vu de la donnée qui est attendue cet après-midi, c'est-à-dire l'inflation américaine à 14h30. Alors il n'y aura rien avant cela, donc c'est vraiment le rendez-vous de la séance. Voilà pour le DAX, très rapidement, le CAC 40, alors ça c'est la Société Générale. Le CAC 40 ici, on peut constater également une figure en double sommet beaucoup plus large tout de même. Parce qu'il y a eu des divergences entre le CAC 40 et le DAX, un CAC 40 qui a connu d'ailleurs des difficultés, un scandale bancaire également, un scandale bancaire qui a concerné BNP Paribas et Société Générale notamment par cette pratique du Cum-Cum qui a été mise en évidence par Le Monde et des perquisitions donc dans les bureaux à la Défense et à Paris de grandes banques françaises. Donc il y a eu une différence d'un point de vue des cotations sur le CAC 40 et le DAX. Et ici, le CAC 40, on peut le voir, est en train de visiblement tenter de former un double sommet relativement large avec une ligne de coup qui serait à ce niveau, aux alentours des 6800, pardon, et un objectif théorique assez éloigné, parce que cette figure en double sommet est plutôt large, et donc elle pourrait nous amener à un objectif théorique ici, aux alentours des 6250. Donc des figures de retournement visibles sur les indices européens, sur les indices américains. On est sous résistance. Alors, on est sous résistance en données journalières, on est soutenu par le nuage en données H4, comme en atteste ici le Nasdaq, un Nasdaq qui également n'est pas parvenu à aller chercher les 13 385 points et est bien loin d'aller chercher les 14 200 points, projection d'Ossoda V de cette vague haussière. Et donc une tendance qui est tout de même soutenue par le nuage en données H4, ce qui viendrait invalider les perspectives haussières, ce serait une traversée du nuage, une sortie plutôt par le bas du nuage à ce niveau-là. Vous voyez ici, on allait tester très précisément la SSB avant de repartir à la hausse. On est pris en étau entre la Kijun et la SSB. Alors, concernant le Nasdaq, c'est le S&P 500, c'est la même chose. En données journalières, on fait face à des résistances. Ici, retracement de Fibonacci à 50%. 4153 points de la baisse qui a été entamée ici en 2022 et qui a pris fin avant la fin d'année 2022. Et donc là, nous sommes à la moitié du retracement de ce mouvement-là. C'est la résistance. C'est le dernier rempart avant la projection d'Ossoda à 4220 points. Projection d'Ossoda du mouvement que l'on peut retrouver ici. Un mouvement d'ailleurs très intéressant car ce mouvement, on notera, s'est appuyé sur la moyenne mobile simple à 200 périodes. Le point C est très précisément sur la moyenne, sur la SMA 200. Et donc le Dow Jones, alors ici en données journalières on peut le voir, on fait face à une résistance, vous voyez c'était un support, c'est l'apex du triangle, donc c'est le centre, la médiane de notre figure en triangle symétrique que l'on retrouve plus ou moins à ce niveau-là, il me semble, vous voyez, ça a été un niveau de support, cet apex-là. On en a très souvent parlé par le passé, que l'apex est très souvent un niveau. Lorsqu'on sort d'un triangle, on revient souvent à l'apex. Ça devient une résistance ou un support, si on est sorti du triangle par le haut. Normalement, pour avoir l'apex, il faudrait être un peu plus précis que cela et essayer de trouver à quel niveau les bornes inférieures et supérieures se rejoignent, et l'apex se trouve à ce niveau précis. Et ici, c'est assez précisément les 34 000 points d'ailleurs, un seuil psychologique. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est notre résistance, l'apex du triangle symétrique, donc la médiane, le centre, que l'on détermine au niveau de croisement des deux bornes de la figure. Et donc ici, pour envisager des perspectives haussières, il faudra s'affranchir de l'apex et donc s'installer au-dessus des 34 000 points. Quand on donnait H4, on a tout de même un mouvement qui reste soutenu par le nuage. Voilà pour les indices boursiers très rapidement sur les crypto-monnaies, parce qu'on s'étend quelque peu, étant donné que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Good Morning Market. Donc j'en profite pour vous donner un maximum d'informations, pour aller au bout des choses. Avec vous sur tous les marchés. Et une chose, un marché qui nous intéressait grandement lors de nos derniers Good Morning Market, c'était le Bitcoin, notamment en données journalières. On avait parlé de cette Golden Cross, ce croisement de moyenne mobile de 100 périodes et 50 périodes
qui est un signal d'achat extrêmement fort. Nous avions parlé de cette projection d'Osoda avec encore une fois un point C sur une moyenne mobile, hein, comme on l'a vu juste avant. Cette moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 200, encore une fois comme on l'a vu juste avant sur le Dow Jones. Et donc on avait déterminé un objectif à 33 800 dollars environ. On avait des résistances intermédiaires, bien entendu. La première, c'était les 25 000 points, ce qui nous permettait, les 25 000 dollars, pardon, c'est le seuil de déclenchement du signal d'achat de la projection de Soda, parce que c'est le sommet intermédiaire B. On avait également une résistance à 28 000 dollars, hein, vous voyez, c'est un niveau qui a maintenu les cours pendant une certaine période, un niveau que l'on retrouve ici, hein, c'était le support avant le dernier repli que l'on a connu en juin 2022, et on avait ce niveau, le seuil psychologique des 30 000 dollars, c'est psychologique capital que l'on a tout juste franchi. Donc on en est là, on a gravi les échelons, on est arrivé au dernier niveau que l'on avait décrit, et vous l'aurez compris, tout ce qui manque, c'est d'aller chercher la projection de Soda à 33 865 dollars. C'est tout de même une hausse conséquente, hein. Ça reste intéressant, ça reste une hausse de plus de 13%. Mais par exemple, si l'on venait à voir les pourcentages de hausse depuis le seuil de déclenchement de notre signal, donc juste à présent, on a déjà eu 20% de hausse, et jusqu'à l'objectif, c'est tout de même 35% de hausse, hein. Donc c'était un très beau signal. On n'a toujours pas atteint l'objectif. On a parcouru plus de la moitié du chemin. C'est notre objectif final selon la théorie Ishimoku complète, c'est-à-dire système Ishimoku combiné aux projections de Soda. Alors en données H4, pas plus d'informations, on reste soutenu par le nuage H4 sur Ethereum. Alors sur Ethereum ici, la configuration est différente, on en a parlé, on a un double creux façon Osoda, ce qu'on appelle également un borderline, ce qui nous fournit trois objectifs, E1, E2 et E3, un objectif E1 qui a été atteint, un objectif E2 récemment atteint, et il nous reste à aller chercher l'objectif E3 de 1168 dollars avec une résistance intermédiaire aux alentours des 2040 dollars qui correspond à ce sommet ici qui a été marqué le 15 août 2022. Alors ce qu'on avait noté également, je vous le rappelle, on avait noté ce gap de rupture pour s'éloigner de la moyenne mobile, et oui, encore une fois une moyenne mobile, de la moyenne mobile 200, et d'ailleurs on pourrait tracer ici une autre projection d'Osoda avec un point C aux alentours de la moyenne mobile 200, comme pour le Bitcoin. Et donc on oscille autour du premier niveau, E1, et là on est en train d'osciller autour du second. Il nous faut un peu de carburant pour venir pulvériser les 2040 et enfin aller chercher les 2170. Je tiens tout de même à préciser que selon la théorie, il n'est pas garanti que l'on aille chercher E3, le minimum est E1. Il faut simplement raisonner comme des retracements de Fibonacci. Si on franchit un objectif, le prochain objectif, c'est le suivant niveau. Donc si on franchit E1, le prochain objectif, c'est E2. Si on franchit E2, le prochain objectif, c'est E3, sans garantie d'aller chercher le prochain objectif, tout en gardant en tête qu'un marché ne se retourne pas sans rien et qu'avant cela, il dessine une figure de retournement. Attention, hein, on pourrait avoir tout de même un double sommet ici qui pourrait présager un retournement à voir en données H4 à quoi ça ressemble. Oui, on peut parler de double sommet avec une amplitude moindre, hein, ça n'irait pas bien loin si cette figure venait à se confirmer. Ça nous renverrait ici aux alentours des 1700 dollars. Donc voilà pour l'Ethereum, voilà pour le Bitcoin, voilà pour les crypto-monnaies. On passe sur le compartiment des matières premières avec un gold qui s'éloigne des 2000 dollars, 2012 dollars avec en ligne de mire les 2070 dollars, le précédent sommet du 8 mars 2022, c'est cela, 8 mars 2022. Hein, je vous rappelle que c'est le niveau qui stoppait les hausses. On va prendre un peu de recul en données hebdomadaires. Comme ça, on voit beaucoup mieux ici les niveaux à aller chercher. Et c'est très précisément ce niveau-là. Alors, prudence. Vous voyez, regardez attentivement ce graphique ici. Donc, nous avons une projection d'Osoda hebdomadaire. On a eu notre niveau de déclenchement pulvérisé, les 1962, donc ça nous ouvre la voie à 2119 dollars l'once, c'est-à-dire un nouveau record historique pour le gold. On n'est jamais allé jusque-là. Voici le niveau de record historique. Donc, si Osoda a raison, si la théorie est vérifiée, ce serait pour aller chercher les 2119 dollars l'once. Mais
prudence et mère de sûreté, car on pourrait échouer sur les récents, sur les derniers records, donc aux alentours des 2075. Hein. Donc on va imaginer ici une progression à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, cela finaliserait, cela donc nous rapprocherait d'un scénario de triple sommet de long terme, ce qui décuplerait la force de cette figure avec donc éventuellement ici on pourrait retrouver une ligne de coup à ce niveau-là éventuellement. Et donc nous avons notre triple sommet, on aurait peut-être ici une fausse cassure. Voilà, donc notre zone de neckline. Donc ici, on a plutôt une zone de ligne de coup qui est aux alentours des 1670 environ. Et là, ce serait synonyme de repli massif hein, pour le gold, étant donné la hauteur de cette figure, donc la distance entre le sommet et la ligne de coup. Cela pourrait nous renvoyer à des niveaux hein, qui n'ont pas été revisités depuis mars 2019 aux alentours des 1280 $ l'once. Donc, attention pour le gold, les perspectives sont nettement haussières. On a un afflux de capitaux sur les métaux précieux. On a une projection de soda à 2120 $ l'once environ. Mais attention, si on n'arrive pas à se hisser au-dessus des 2075 $, on pourrait voir la réalisation d'une figure en triple sommet. Alors pour le silver, on a franchi ici aussi, hein, donc comme pour l'Ether, on avait un borderline, donc un double creux façon soda. On est allé chercher E1. On est allé chercher E2 et on est en train de se hisser au-dessus de E2 peut-être pour aller chercher E3, ce qui correspondrait plus ou moins ici à ces niveaux-là, au niveau auquel oscillait l'argent à fin 2020, début 2021. Pétrole WT, alors souvenez-vous, hein, pétrole WT, on avait un triangle symétrique, donc un triangle symétrique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas par où les prix sont le plus susceptibles de sortir par la borne supérieure ou par la borne inférieure. On en est sorti par le bas et donc ça a enclenché un signal. On a reporté la hauteur de la figure pour avoir un objectif théorique, mais le pétrole WTI n'est pas allé jusqu'à l'objectif théorique. Il a réintégré la figure, gap de rupture ici, pour se hisser encore une fois au-dessus du moyen mobile. Vous voyez, c'est quelque chose que l'on voit très souvent, et pour aller se coller à la borne supérieure. On parvient enfin à s'en séparer pour se confronter au retracement de Fibonacci à 50%, le seuil psychologique des 82 $. Et les prochains objectifs, si on parvient à se hisser au-dessus de ce niveau, nous seront donnés par les prochains retracements de Fibonacci, à savoir 85 $, 88, 75, voire 93, 85. Bien entendu, il faudra ajuster au vu des données entrantes. Le gaz naturel, on est en train de se stabiliser sous un nuage relativement épais. Je ne m'attends pas à grand chose. Donc je reste prudent. Je resterai prudent à ces niveaux-là. Mieux vaudra attendre de faire face à un nuage beaucoup moins épais. Alors on va conclure par le marché d'échange avec le dollar américain. Un dollar américain qui est en difficulté ces dernières semaines. On le voit ici. C'est le dollar américain en données hebdomadaires, sorti de nuage par le bas. On va peut-être aller chercher des récents creux. Ici, en données journalières prudence, on a l'impression d'avoir la formation d'un double creux d'ailleurs ici, en données journalières sur le dollar américain. Le dollar américain fonctionne beaucoup en double creux et double sommet. Vous voyez, ici, la dernière fois qu'on a eu un double creux, ça a été validé en données hebdomadaires. On a cassé la ligne de coup. On a surpassé l'objectif théorique qui nous a amené à ce niveau-là, dans cette zone. Et depuis, on a pulvérisé tout cela. Alors, je retire ici, ce n'est pas un double creux que je vois. Je vois un double creux dans un premier temps, un double creux que l'on peut voir en données journalières, mais je vois une autre figure en données hebdo et je ne l'avais pas vue lors de la préparation de ce Good Morning Market. Donc ici, éventuel double creux, pas très précis tout de même parce que ce creux est plus avancé que celui-ci, mais j'ai l'impression de voir une figure beaucoup plus précise en hebdo. On va le voir ensemble. J'ai l'impression de voir une figure d'épaule, tête-épaule en données hebdomadaires. Vous voyez cette figure. Et donc finalement ici, on aurait une ligne de coup qui se situe à ce niveau-là, au niveau auquel nous sommes à l'heure actuelle. Alors, est-ce que l'inflation américaine, donc je me pose la question en direct, vu que je n'avais pas constaté cette figure, est-ce que l'inflation américaine, qui sera publiée cet après-midi à 14h30, va permettre de nous fournir un signal? Alors, voici la première épaule, d'ailleurs.
donc de fournir un signal et de casser définitivement ce niveau, ce qui ouvrirait la voie vers un objectif théorique extrêmement éloigné, ce qui nous renverrait à nouveau vers les niveaux du double creux. D'accord, donc ça change absolument tout parce que je vous avoue que je n'avais constaté que ce double creux là de court terme. Donc ici on est pris en étau entre deux figures chartistes, une figure en épaule-tête-épaule finalisée en hebdomadaire et on est sur la ligne de coup, et une figure en double creux en cours de formation parce que pour la finaliser, je vous rappelle qu'il faudra être à ce niveau-là, au niveau de la ligne de coup. C'est chose faite. Pour l'épaule tête-épaule, on est déjà sur sa ligne de coup. Donc voilà, donc c'est vraiment mitigé hein, finalement pour le dollar américain. Donc ici, on pourrait assister à un approfondissement des baisses malgré cette tentative de reprise qui n'aura permis finalement que la formation d'une seconde épaule. Parce que ici, nous l'avons vu en hebdo, nous avons une première épaule, et cette tentative de reprise aura été la seconde épaule. Donc ça change tout pour le dollar américain. Une baisse de l'euro-dollar, une baisse du dollar américain qui permettrait à l'euro-dollar d'aller chercher ce niveau, une projection de soda issue de cette impulsion haussière. Donc à suivre, l'inflation sera déterminante dans ce contexte-là. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. C'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que cela vous a permis d'y voir un peu plus clair. On a essayé de très rapidement retracer les récents événements et de voir le contexte de marché actuel. Nous avons parlé de ce qui est attendu. C'est l'inflation américaine, dernière donnée clé avant la prochaine réunion du FOMC et donc prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine au début du mois de mai. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain sans faute pour faire le point ensemble lors du prochain Good Morning Market. Au revoir.